ενδιαφέρει στη σχολή, λόγω της Μπάσμα Ζεαρουαλή και τη δουλειά που κάνει σε αυτό το θέμα, δηλαδή η σχέση μεταξύ τη Δύση και τον Ελληνισμό και τη Δύση και την Ανατολή. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ και απόψε θα έχουμε μια ομιλία για αυτό το θέμα. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est un grand plaisir ce soir de vous accueillir ici pour cette conférence et surtout un grand honneur d'accueillir ici ce soir Monsieur le professeur Abdeselam Cheddaadi, historien et philosophe, professeur à l'université Mohammed V, qui nous fait le très grand honneur de venir nous présenter cette conférence de l'École française d'Athènes du jeudi. Il est l'auteur de nombreux travaux sur la civilisation arabe et les questions de culture et d'éducation dans le monde arabe moderne et ancien. Il est spécialiste entre autres d'Ibn Khaldoun, dont il a publié une traduction du livre des exemples en français dans la collection de la Pléiade, et c'est un très très grand travail. Il a publié par ailleurs de nombreuses études, en particulier celles qui portent sur les Arabes et l'appropriation de l'histoire, publiées chez Actes Sud. Monsieur le professeur Abdeselam Cheddaadi est couvert d'un certain nombre de prix. Il a été aussi professeur invité aux universités de Harvard, Princeton et Yale. Il a été aussi directeur d'études associé à l'école des études en sciences sociales à Paris. Donc vous êtes un collègue très proche des institutions françaises et c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce soir. J'ajoute que l'École française d'Athènes accorde un prix tout particulier à la conférence de ce soir. Vous avez vu que son titre, c'est l'historiographie arabe et la tradition historiographique gréco-byzantine. En effet, depuis 2 ans, grâce à la présence de Basma Zerweli et de ses travaux, membre de la section moderne et contemporaine, nous explorons les liens entre la culture grecque et la culture arabe. Nous l'avons vu l'an dernier pour les époques modernes et contemporaines, avec la journée d'études qui avait été organisée ici. Nous le faisons ce soir pour l'époque byzantine. En cela, nous pouvons le dire, l'École française d'Athènes est fidèle à sa mission de recherche sur l'hellénisme. Elle reste attachée à cette mission première qui est la sienne. Et cette fois-ci, ses recherches sur l'hellénisme portent sur sa transmission entre l'Orient et l'Occident. Et de ce point de vue-là, nous sommes tout à fait dans le champ qui est le nôtre. Et donc, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir parmi nous. Et je vous donne maintenant la parole. Et merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Alexandre Farnoux, donc directeur de cette école. Je suis vraiment honoré de pouvoir parler devant vous, devant un public si averti. Et aussi, pour moi, c'est un grand plaisir de me trouver à Athènes, parce que, en fait, c'est une chose que j'espérais un jour ou l'autre faire, venir à Athènes, visiter la Grèce. Mais je ne sais pas pour quelle raison, ça a reculé d'année en année. Et puis là, le hasard a fait que c'est dans une grande institution comme la vôtre que j'ai l'occasion justement, qui me donne l'occasion de venir. Je remercie bien sûr aussi Basma Zerweli. C'est elle qui est à l'origine justement de cette invitation. Je peux dire que dès les premiers jours, elle m'a fait aimer Athènes de tout mon cœur. Non seulement moi, mais aussi mon épouse, Sonoué, qui est là. Et donc je la remercie très vivement. Et j'espère que cette visite ne sera pas la première et la dernière, mais qu'elle offrira à d'autres possibilités dans l'avenir. Alors, le sujet dont je vais vous parler, bien sûr, touche à la question de l'hellénisme et surtout de l'hellénisme dans le monde arabe et dans les premiers siècles de l'islam. Mais je peux vous l'avouer, vous allez peut-être vous-même en juger, c'est peut-être un peu par un petit bout, peut-être le bout de la lorgnette, que je vais le prendre parce que la question de l'hellénisme me paraît personnellement, le hellénisme dans le monde arabe et au Moyen-Orient, en Orient de façon générale, pas seulement l'Arabie, pas seulement la Palestine et la Syrie, mais l'Iran qui était très fortement hellénisé et au-delà de l'Iran, avec Alexandre bien sûr, jusqu'en Inde, etc. Donc il y a encore à explorer et
dire ce soir, ce n'est qu'une petite chose dans ce monde de choses qu'il faudrait maintenant regarder de façon beaucoup plus attentive. Donc je vais parler de l'historiographie arabe, arabo-musulmane. Peut-être qu'avant le sujet de manière directe, je dirais quelques mots sur cette historiographie. Qu'est-ce que c'est cette historiographie arabe pour qu'on puisse un petit peu avoir une idée de la chose. Alors, d'après les chercheurs, d'une manière générale, cette historiographie a commencé dès les premiers siècles de l'Hégire, c'est-à-dire aux environs vers la fin du 7e siècle, début du 8e. Et l'historiographie a une expansion absolument énorme. Elle a histoire analistique, biographie. D'objets, toutes sortes de choses. Et donc elle pose un problème, cette historiographie, par rapport à ce qui a été réalisé dans le même domaine en Occident, au Moyen-Âge, jusqu'au XXe siècle, bien sûr, et également à Byzance. Donc la question qui se posait, c'était qu'est-ce que c'était que cette historiographie, d'où elle vient? Et la réponse qui a été donnée jusqu'à présent, à partir du XIXe siècle, c'était que c'était une historiographie dont on disait, jusqu'à maintenant d'ailleurs, je ne sais pas si la thèse que j'ai soutenue a eu beaucoup d'influence, je l'espère un peu. La thèse qu'on a soutenue, c'est que c'est une création purement arabe, née de la culture arabe, dans le monde clos de la culture arabe, avec des liens peut-être extrêmement ténus avec la tradition perse, parce que justement il y a un certain nombre d'auteurs d'origine perse, il y a un certain nombre d'informations d'origine perse qu'on connaît bien et qui sont passées dans cette historiographie arabe. Mais du côté grec, du côté byzantin, pratiquement rien. Jusqu'à présent, on n'a jamais dit quoi que ce soit là-dessus. Alors, il y a un problème pour étudier cette question. Ce problème, c'est que la production historiographique arabe des premiers siècles ne nous est pas parvenue. Il ne nous en est parvenu que très peu de choses. Une dizaine d'ouvrages au maximum, disons celles qui commencent à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle de l'Hégire. Nous avons par contre des citations dans des auteurs ultérieurs, des auteurs du 3e et 4e siècle. Mais à partir des citations, c'est très difficile de reconstituer les œuvres. Bon, il y a pas mal de gens qui ont essayé de reconstituer les œuvres entières à partir de citations, mais ce n'est jamais tout à fait convaincant. Et donc, pour étudier cette historiographie, ce rapport avec la culture les cultures environnantes de l'époque, ce n'est pas si évident. Alors, il y a deux possibilités, évidemment. Ou bien on se contente des quelques œuvres qui existent et on voit à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire. Ou bien on peut voir une autre possibilité, c'est-à-dire essayer de regarder les choses de l'extérieur. C'est-à-dire faire intervenir, non pas les œuvres directement, mais d'autres éléments qui pourraient nous renseigner sur la culture historique, on peut dire entre guillemets, de l'époque, et la conception que la culture arabe, la culture musulmane de l'époque, des premiers siècles, avait de l'histoire. Donc j'ai essayé cette deuxième possibilité, et j'ai également j'ai fait une analyse extrêmement minutieuse de 3 ou 4 œuvres dont le texte intégral nous est parvenu et qui permet donc de savoir vraiment qu'est-ce qu'on faisait et comment on écrivait l'histoire à cette époque. Donc de manière plus concrète et plus précise. J'ai comparé les résultats des deux recherches et je suis arrivé à une espèce de bonne correspondance entre ce que j'ai pu trouver d'une manière extérieure, en quelque sorte, et ce que permettent
les œuvres, après leur analyse minutieuse, de conclure. Donc c'est un petit peu ça le problème que je vais essayer de vous exposer dans cette conférence. Alors, ces éléments extérieurs. Les éléments extérieurs que j'ai utilisés, c'est d'abord des documents iconographiques. En particulier les fresques de Qusay Amra en Palestine, dont on va montrer tout à l'heure quelques images. Et j'ai utilisé également un texte d'un historien byzantin du IXe siècle, Théophane, le Chronographia de Théophane, qui est un livre assez important. J'ai utilisé par ailleurs un ouvrage qui n'est pas un ouvrage d'histoire, mais qui est une sorte de catalogue des œuvres produites dans la culture arabe au IVe siècle, c'est le Fihris d'Ibn Nadim. Madame vous le connaît, doit le connaître très bien. Bon. Alors, donc ça, ce sont des éléments externes, ce n'est pas de l'histoire. Et puis, il y a un travail très original, extrêmement intéressant, mais qui n'a jamais été jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au moment où je l'ai travaillé de façon très très précise à la loupe, un ouvrage qui a l'air d'être un ouvrage d'adab, c'est-à-dire de littérature, alors qu'en réalité c'est une espèce de réflexion, de discussion sur la réception de l'histoire, la réception dans le monde arabe. C'est Akhbar Ubayd ibn Shariya, ou bien Abid ibn Shariya, on peut dire les deux. Alors, c'est un dialogue. Bon, donc je vais présenter chacun de ces éléments pour qu'on puisse après suivre le raisonnement. Alors, il y a ces éléments externes, mais il y a aussi d'autres éléments externes aussi, mais qui sont plus fondamentaux parce qu'ils entrent carrément dans la conception de l'histoire, la conception que la culture arabe avait de l'histoire. C'est le texte coranique lui-même. Bon, la Bible donne des aspects extrêmement importants sur ce qu'était l'histoire, comment on concevait l'histoire à l'époque médiévale, et également à Byzance. Et de même, on peut prendre le Coran comme texte non pas d'histoire, mais qui nous donne des éléments importants sur ce qu'on peut appeler la théologie de l'histoire ou des choses de ce genre. Et un peu du même genre, la tradition prophétique. Donc voilà l'ensemble des éléments externes que j'ai utilisés pour dessiner ce que j'ai appelé l'horizon conceptuel de l'historiographie musulmane aux 2 premiers siècles de l'Hégire. Alors, par ailleurs, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé des textes là historiques eux-mêmes, des textes d'histoire. D'abord, la biographie du prophète, qui s'avère être un genre mixte, dont je vous parlerai tout à l'heure, et des textes sur les conquêtes arabes, des textes historiques, et également un texte particulier, extrêmement, vraiment quelque chose de fascinant, qui raconte la bataille de Siffin. La bataille de Siffin, c'est une bataille qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'islam. Dans cette bataille s'opposaient 2 grands protagonistes qui ont pesé de manière définitive dans le destin de l'histoire de l'islam, Ali et Muawiyah. Les deux, ils sont 2 califes, Ali qui était le gendre du prophète et le neveu, et Muawiyah qui est le premier calife omeyyade. Donc il y a cette bataille-là, et il y a un récit de cette bataille qui est extrêmement intéressant du point de vue historiographique, c'est-à-dire la façon dont on raconte l'histoire. Voilà. Donc voilà l'ensemble des éléments qui m'ont servi pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette historiographie arabe et quel lien elle pouvait avoir avec son environnement culturel, à la fois byzantin et iranien, persan. Bon, très rapidement, je dirais que du côté persan, il y a quelque chose, bien sûr, mais c'est des éléments d'information. Il y a bien sûr, l'historiographie perse des rois perses, etc. Il y a également un petit peu toute la partie sagesse, toute la partie philosophie politique, ce qu'on peut appeler entre guillemets aujourd'hui philosophie politique, mais elle n'a pas pesé vraiment très fort dans la conception même
et les formes que l'historiographie arabe a prises. Donc, pour le moment, je la laisse de côté, je ne vais pas en parler. Bon, évidemment, elle a joué un rôle. Donc, on sait qu'elle a joué un rôle, mais ce n'est pas de cela que je vais parler aujourd'hui. Je vais me concentrer spécialement donc, sur l'autre côté, qui est le rapport avec l'historiographie byzantine, et derrière l'historiographie byzantine, l'héritage grec. Bien, alors donc reprenons un peu ces éléments les uns après les autres. Je vais commencer donc par les fresques de Qusay Amra. Ce que je vais dire à propos des fresques de Qusay Amra, à propos du récit, du dialogue récit fictif de Abid ibn Sharia, ou bien Ubayd ibn Sharia. Ce que je vais dire également de Firis ibn Nadim, ce catalogue d'ouvrages de la production culturelle arabe, et ce que je veux dire du Coran et du Hadith, tout cela nous incite à penser qu'il y avait une familiarité extraordinaire de la culture arabe avec l'histoire, une grande familiarité. C'était quelque chose qui était naturel pour eux. Ce n'était pas quelque chose qui devait venir je ne sais pas d'où, ou qu'ils ont fabriqué un jour ou l'autre. C'était quelque chose qui était là et avec lequel ils étaient parfaitement familiers. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Mais en même temps que cette familiarité, il y avait une espèce de réticence et même d'hostilité à l'égard de l'histoire. Il faut comprendre pourquoi cette double attitude. Alors, je vais d'abord montrer un peu comment se manifeste cette familiarité et en même temps cette réticence, hostilité. Alors, la familiarité, donc, on va le voir d'abord avec les fresques de Qusay Amra qu'on va projeter devant vous, là. Alors, il s'agit de résidences princières, c'est de Qusay Amra, dans lesquelles il y avait des bains de l'époque omeyyade, donc fin du 1er siècle de l'Hégire, début du 2e siècle, donc 8e siècle à peu près. Et dans ces résidences princières, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans cette région de Palestine. Il y a donc des bains, et ces bains sont décorés avec un certain nombre de fresques. Dans une fresque particulière qui m'a beaucoup intéressé, c'est une fresque qui présente... Alors, on va s'arrêter là-dessus, justement. On va revenir. D'accord. Une idée générale. Voilà, donc vous allez avoir... Moi, je ne regarde pas, malheureusement. Oui, je peux voir là. Donc, vous voyez un petit peu l'intérieur des bains, avec ces fresques murales et jusqu'au plafond. Bon, les motifs, on les voit, c'est des motifs hellénistiques, mais très probablement mélangés avec quelques motifs byzantins. Alors, donc on va passer à la fresque qui nous intéresse spécialement. C'est une fresque dans laquelle... Alors, c'est magnifiquement fait. Malheureusement, bon, c'est un peu abîmé, mais quand on regarde de près, quand on fait la restitution, c'est un travail qui reste encore tout à fait remarquable. Voilà, donc on arrive à la fresque qui nous intéresse particulièrement. C'est une fresque qui présente les 6 rois de la terre, c'est-à-dire les 2 grands
contemporains, les chefs de deux grands empires contemporains, Byzance et la Perse. Donc en arabe, c'est César. C'est pas le Balius, c'est César et Khosrow pour le roi de Perse. Il y a le roi des Visigoths, Roderick. Il y a le Khan des Khazars. Il y a le roi de Chine. Et il y a le roi d'Éthiopie. Comment on dit le roi d'Éthiopie? Le Négus d'Éthiopie. Donc ces 6 rois de la terre sont là. Et à côté de cette scène, il y a une autre scène qui présente... Alors, déjà, d'accord. À côté de cette scène, il y a une autre scène qui présente, d'après une interprétation d'un historien américain qui s'appelle Garth Fawdon, qui présenterait, bon, ça reste comme une interprétation, il n'y a rien de sûr, qui présenterait Sarah, qui, à l'époque, Sarah aurait symbolisé les Arabes, la mère des Arabes. Parce que les Arabes, semble-t-il, à cette époque, n'étaient pas très fiers de leur propre origine, qui aurait été Agar, et donc prenaient Sarah comme leur mère d'origine. Alors, cette fresque, d'après l'interprétation toujours de Garth Fawdon, ces 2 fresques, donc il y a les 6 rois qui tendent la main vers la fresque où il y a Sarah, ce qui signifierait qu'il y a une espèce de reconnaissance de la victoire des Arabes sur les autres rois de la terre. Il y a écrit dessus, justement sur la fresque où il y a Sarah, victoire de Sarah ou victoire pour Sarah. Bon, quel que soit le degré de fiabilité de cette interprétation, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous avons une scène historique. Nous avons une scène historique dans un palais arabe, dans les bains, et que nous avons par ailleurs, et là, on va le montrer, nous avons la mention du mot historia, qui est indiqué sur la fresque, à côté d'autres figures allégoriques, 2 autres figures allégoriques, celle de la poésie et celle de la philosophie. Donc, ce qui importe ici, c'est que nous ayons, à l'intérieur d'un palais arabe, à l'époque musulmane, une représentation avec des figures traditionnellement hellénistiques ou byzantines, et avec la présence de la figure allégorique de l'histoire. Est-ce que ces représentations étaient uniques à cette période et dans cette région? Est-ce qu'ils étaient répandus plus largement ailleurs? Malheureusement, nous ne pouvons pas le savoir aujourd'hui parce que nous n'avons pas les traces archéologiques qui nous permettent de l'affirmer, mais on peut le supposer. Pourquoi uniquement dans cette région de Palestine? Pourquoi pas à Damas? Pourquoi pas dans d'autres villes? Alors, cette hypothèse peut être plausible parce qu'il y a eu justement une contre-attaque. Il y a eu justement un moment donné où on a voulu écarter cette influence ou écarter cette présence. Et donc, il y a les 2 choses qui se confirment l'une l'autre. Tout à l'heure, j'ai parlé de familiarité, mais aussi d'hostilité. Donc, ici, nous avons de la familiarité, mais le fait que ce genre de représentation ne se trouve que là, alors que, normalement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit que là, ça montrerait par ailleurs qu'il peut-être y a eu une hostilité à l'égard de la présence de ce genre de figure et de ce genre d'histoire. Bien. Alors, donc je m'arrête là pour l'interprétation de ce premier aspect, où on voit déjà cette possibilité qu'il y a à la fois familiarité et hostilité. Sinon, réticence, sinon hostilité. Le chronographia dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est un ouvrage du IXe siècle dans lequel il y a des récits assez étoffés sur le début de l'islam. Bon, 9e siècle, c'est normal,
il est écrit en grec, c'est normal qu'il y ait, bien sûr, ce genre de choses. Mais la question, c'est d'où viennent, où il a puisé Théophane, où Théophane a puisé ses sources, où est-ce qu'il a trouvé ces informations. Alors jusqu'à présent, on a pensé que ces informations pouvaient être éventuellement trouvées chez des ouvrages en syriaque, mais on n'est jamais allé jusqu'à dire que ça pouvait être des sources arabes directement. Mais un certain nombre de chercheurs se sont penchés sur la question et ils ont pu émettre un certain nombre de raisonnements qui appuient une hypothèse forte, comme quoi il y aurait eu une source de laquelle, une source arabe ou des sources arabes, desquelles on a pris les informations qu'on trouve chez Théophane. Alors ces informations concernent la vie du prophète, qui est dans les sources arabes proposées en dizaines d'années, 10 ans après 10 ans. Et cette façon de présenter les choses ne pouvait être qu'arabe, ne pouvait provenir que d'une source arabe. Quelqu'un qui n'est pas dans la culture arabe ne pouvait pas l'imaginer. Il y a également des généalogies, la généalogie du prophète lui-même et la généalogie des tribus arabes, etc. Ces généalogies avaient une précision telle qu'on ne pouvait retrouver la même chose que dans les sources arabes. Une telle précision ne pouvait pas sortir de la tête d'un historien qui n'est pas dans la culture arabe, à moins qu'il ait directement accès à ces sources elles-mêmes. Il y a également un certain nombre d'éléments, comme des éléments sur le droit de la guerre, et qui étaient des choses très précises, qui ne pouvaient se trouver que dans des ouvrages d'histoire arabe. Un dernier élément concernant une bataille pendant la vie du prophète, dans laquelle il y a certains détails qu'on ne pouvait pas imaginer s'ils ne provenaient pas d'auteurs arabes de l'époque. Donc, à partir de ces éléments, c'est Lawrence Conrad, c'est l'auteur d'un article sur cette question, qui a pensé qu'il est tout à fait plausible qu'il y ait eu une source arabe dans laquelle a puisé, arabe ou intermédiaire, dans laquelle aurait puisé Théophane. Alors, maintenant, quelque chose peut nous aider, c'est le fait qu'au 8e siècle, en Syrie en particulier, l'élite cultivée était une élite polyglotte, qui parlait l'arabe, le grec, le syriaque, bien sûr. Et donc, on peut parfaitement imaginer qu'à cette époque-là, du 8e siècle, il y avait une traduction en grec d'ouvrages historiques arabes. Et c'est à partir de cette hypothèse-là qu'on pense que Théophane, donc, au 9e siècle, a pu écrire son histoire, une histoire aussi précise des débuts de l'islam. Alors, que nous dit cette affaire-là de Théophane avec justement l'utilisation de ces sources arabes? Premièrement, il y avait une conception commune d'un côté et de l'autre. Du côté arabe, du côté des historiens arabes, pour qu'ils puissent utiliser ces sources-là et les utiliser telles quelles, les prendre comme telles, sans les changer, c'est qu'il y avait quelque chose de commun. D'ailleurs, plus tard, on va revenir à ces choses communes. Mais déjà, on peut le supposer. Comme on peut également supposer qu'il devait y avoir des échanges entre les deux, les uns puisant dans les sources des autres. Et donc, ça nous donne aussi un argument en faveur de la familiarité de la culture arabe de l'époque avec la notion d'histoire. On reste toujours au niveau des hypothèses, du possible. On n'est pas dans l'affirmation. Alors, je passe maintenant au troisième élément. C'est l'ouvrage de Abid ibn Shari'a qui est très 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 intéressant parce qu'il ne parle que de ça.
il met en dialogue le calife Muawiyah avec un historien, Abid ibn Sharia. Et Muawiyah demande à Abid ibn Sharia de lui raconter, de faire des récits sur des thèmes historiques. Et il passe en revue tout un ensemble de thèmes, une thématique assez large, depuis les premiers Arabes jusqu'aux Arabes du Yémen, jusqu'aux Arabes des confins de la Syrie et de l'Irak. Et donc, il y a la matière historique elle-même qui est là, et puis il parle, bien sûr, de l'islam, de l'Empire islamique lui-même. Donc, nous avons ici simplement le fait que l'histoire était présente. Et ce qui était intéressant, c'est que le personnage lui-même est un personnage... À un moment donné, on a cru qu'il était réel, mais en fait, il est fictif. Il est fictif parce que c'est un personnage qui en présente comme ayant 120 ans, comme étant d'une jeunesse et d'une vivacité d'un jeune homme de 20 ans, comme ayant une culture à la fois d'Arabie du Sud et d'Arabie du Nord, comme connaissant l'histoire comme s'il la voyait de ses yeux, et ainsi de suite. Toutes sortes d'éléments qui font de lui une espèce d'être historique extrêmement fort qui peut pratiquement lui-même incarner l'histoire comme telle. Et il y a un défilé dans ce texte-là des méthodes historiques, les méthodes de témoignage, tous les types de méthodes de témoignage, l'importance de l'archive, l'importance du texte des inscriptions, etc., etc. Tout un ensemble de choses. Et puis, c'est là où on rejoint l'autre idée dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle de réticence et de docilité. On pose le problème. Et Ibn Sharia, avant de parler à Muawiyah, lui demande l'autorisation. Lui dit, est-ce que je peux parler? Est-ce que je ne dois avoir aucune crainte? Alors, c'est seulement quand le calife lui dit, parlez en sûreté, vous n'ayez rien à craindre, c'est un sujet qui m'intéresse, etc. C'est à ce moment-là seulement qu'il commence à parler. Et quand il commence à parler, il prend toujours soin de faire passer les récits coraniques avant toute autre chose. D'abord les récits coraniques, ensuite les récits qui viennent d'ailleurs. Donc, toutes ces précautions veulent bien dire quelque chose. Il faut bien dire qu'à un moment donné, il y avait des gens qui peut-être disaient « Mais non, il ne faut pas s'occuper d'autre chose que du Coran, que des récits qu'on raconte dans le Coran. Il ne faut pas aller voir ailleurs. » Mais d'autres disaient « Mais non, il faut quand même aussi se renseigner sur nos origines, sur notre place dans le monde, etc., etc. » Et donc on voit en même temps la familiarité et la réticence, peut-être l'hostilité. Ça, c'est donc le deuxième élément. Alors, le troisième élément. Le quatrième élément, c'est le Coran lui-même et le hadith. Voilà, je dois revoir un petit peu mes notes. Je vais parler de... Bon... Ah oui, oui. Avant de parler du Coran, excusez-moi, je devais parler de Fihrist ibn Nadim. Alors, le Fihrist ibn Nadim, c'est un ouvrage extrêmement intéressant. Ceux qui ont pu voir cet ouvrage-là, c'est fantastique parce que non seulement il y a tous les titres avec les auteurs, etc., mais en même temps, il y a des commentaires très avisés, avec une précision extrêmement extraordinaire sur le contenu, sur la valeur, sur la façon dont l'ouvrage circulait, sur la fiabilité de l'auteur, etc. Donc c'est un ouvrage très très bien informé, très bien écrit. Il y a une partie qui concerne ce qu'on pourrait appeler la littérature historique. Alors, le problème que nous avons là, c'est qu'il n'y a pas un seul mot pour désigner l'histoire. Il y en a une multitude. Et il y a le mot généalogie en arabe, donc ansab. Il y a le mot ahdas, c'est-à-dire événement. Il y a le mot ansab et ahdas, donc l'expression récit et d'événements et généalogie. Il y a akhbar,
il y a akhbar al-awail, et ainsi de suite. Il n'y a pas un mot pour dire. Et de temps en temps, il y a le mot tarikh. Tarikh qui veut dire chronologie ou bien chronographie ou bien chronique. Et tout cela se mélange. Et rien n'est fixé. Jusqu'au IVe siècle, on voit qu'on n'a pratiquement pas un mot précis pour désigner cette discipline qui se répand partout, qui est extrêmement profuse, etc. Et là aussi, on peut se demander pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle, à un moment donné, on ne s'est pas fixé sur un concept. Bon, probablement, le mot qui allait l'emporter à un moment donné, c'est le mot akhbar. Et le mot akhbar, c'est historia. Parce que le mot akhbar, ça veut dire l'enquête et la vérité sur quelque chose. C'est-à-dire scruter un fait quelconque pour en sortir la vérité. C'est un petit peu l'enquête du mot, dans le sens du mot historia. Et le mot historia était utilisé au pluriel également, il me semble, n'est-ce pas? C'est les histoires, c'est pas l'histoire. Et donc, en arabe aussi, il y a ce mot akhbar. Et finalement, c'est ce mot akhbar qu'il a emporté à un moment donné, mais un peu plus tard, de nouveau, le mot akhbar, il ne disparaît pas, mais il est plus ou moins supplanté par le mot tarikh. Tarikh qui, lui, parle, c'est plutôt la chronique. Donc, là aussi, nous avons à la fois donc, cette masse énorme de textes, cet intérêt qui est là, et si on veut classer les œuvres d'après les titres, sans entrer dans le contenu, on peut imaginer au moins deux grandes catégories. Une catégorie qui parlerait, dans laquelle on trouve tous les textes qui parlent d'une espèce d'histoire fondamentale de l'islam, qui présente les Arabes, leur identité, leur culture, leur poésie, leurs habitudes, leurs querelles, etc., etc. Et une histoire, et un autre ensemble qui, lui, parle de l'islam en tant qu'événement historique, c'est-à-dire la vie du prophète, les conquêtes, tout ce qui concerne le califat, les émirs, les grands fonctionnaires de l'État musulman comme les cadis, les chefs d'armée, etc., etc. Donc il y a deux grands ensembles, un ensemble qui parlerait du côté d'identité arabe, pour dire les choses rapidement, qu'on peut plus ou moins assimiler aux antiquités, les antiquités telles qu'elles existaient à l'époque grecque. Et l'autre, c'est un peu l'histoire telle qu'elle se pratiquait à un moment donné dans la Byzance chrétienne. Mais là, j'ai anticipé. Je reviendrai un peu plus loin sur ces choses-là. Donc, nous avons cette quatrième élément qui est le Abid ibn Sharia, mais nous avons également le Coran et le Hadith. Alors, dans le Coran, il y a deux choses. D'une part, il y a une conception de l'histoire, une conception de l'homme en tant qu'être historique. Je vais aller dans les détails plus tard. Et il y a également des récits historiques, les récits des prophètes, les récits des peuples anciens, etc. Donc là aussi, nous avons évidemment, de toute évidence, un contexte dans lequel il y a une familiarité avec l'histoire. Mais dans le Coran même, il y a une espèce de méfiance à l'égard des asatir al-awwalin, les histoires des anciens. Et cette espèce de, non seulement de méfiance, mais il faut écarter la chose, il ne faut pas trop parler de ça. Donc il y a l'histoire que rapporte le Coran, et il y a l'histoire qu'apportaient les anciens et dont il faut se méfier et qu'il faut écarter. Encore une fois, donc, nous sommes dans cette dualité. Alors, dans le hadith, il y a quelque chose de nouveau et d'intéressant. Alors, pour rester encore dans le Coran, il y a une tradition qui raconte comment le Coran a été formé. Une tradition arabe, musulmane, qui raconte comment... Et cette tradition utilise des concepts historiques. C'est-à-dire, elle parle de l'émetteur, comment l'histoire est venue,
comment le Coran est descendu. Bon, je ne parle pas de la terminologie, parce que la terminologie est une terminologie plus ou moins théologique, mais il pose la question, comment il est venu, dans quelles circonstances, comment elle a été enregistrée, comment le Coran a été réuni, par quels moyens, etc. Donc il y a une espèce de conscience qu'il y a une démarche à faire pour reconstituer une espèce d'histoire du Coran, histoire de l'écriture du Coran. Alors, quand on revient maintenant à la tradition prophétique, il y a les concepts fondamentaux théologiques de l'histoire dont je ne vais pas parler maintenant, mais il y a une méthode. C'est la méthode du témoignage. Sanad, isnad. Alors, c'est une méthode, moi, personnellement, je pense qu'elle a des racines byzantines. Qu'est-ce que c'est les témoignages? C'est-à-dire, on ne peut pas rapporter un fait si on ne cite pas celui qui l'a observé. Il peut l'observer du visu ou qu'il a entendu. Alors, ce fait... donc, il y a un premier témoin, et puis ce premier témoin a rapporté ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu à des gens qui vivaient en son temps. Et ainsi de suite, on a une chaîne de témoins jusqu'au moment où nous avons le fait raconté, compilé dans un texte, dans une histoire, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'isnad. Et cette méthode d'authentifier les récits et les faits qui sont rapportés, c'est une méthode qui me semble avoir des racines historiques et des racines byzantines. En particulier au niveau de l'histoire de l'Église, l'histoire ecclésiastique, on se réfère à l'autorité. La référence à l'autorité est extrêmement importante. Et on se réfère également au témoignage. Mais là, elle est poussée à son extrême. Elle devient systématique. C'est-à-dire, alors que dans l'histoire byzantine, elle apparaît d'une certaine manière pas complète, pas exhaustive, pas toujours présente, là, elle devient absolument indispensable. On ne peut rien dire si on n'apporte pas la chaîne des témoignages et du fait qu'on rapporte. Et donc là aussi, pourquoi cette méthode? Pourquoi ne pas se contenter simplement de raconter une histoire ou de rapporter un récit? Donc il y a là également quelque chose qui témoigne d'un intérêt ou d'un souci de type historiographique. Donc voilà en gros les éléments extérieurs, mais ces éléments extérieurs peut-être ne nous expliquent pas tout. Il faudrait maintenant aller un peu plus loin et interroger les contextes. D'un côté, le contexte du monde arabe et islamique au 1er au 2e siècle de l'Hégire, et de l'autre côté, du monde byzantin. Et en particulier, en ce qui concerne l'aspect historiographique. Alors, bon, pour le concept, pour l'arrière-plan ou le contexte arabe, il n'y en a pas 6 qui manquent. Bon, ça va rien, Alors, c'est la page 6 dans laquelle j'ai cette affaire de contexte arabe. Bon, il y a un arrière-plan arabe qu'on appelle, d'avant l'islam, que les Arabes, assez rapidement, ont commencé à appeler la Jahiliya, l'époque de l'ignorance. C'est un problème pour l'historien, parce que, pour cette époque de l'ignorance, il y a déjà un parti pris, que ça ne vaut rien, que ce n'est pas intéressant, que ce n'est pas la peine d'aller voir. Et il y a d'autre côté les destructions massives qu'il a dû y avoir sur ce qui restait de cette époque, aussi bien en ce qui concerne les textes et les inscriptions qu'en ce qui concerne les traces archéologiques. Donc il est très difficile d'appeler à notre secours ce contexte arabe, parce que nous n'avons pas beaucoup de choses. Ce que nous avons, c'est des reconstitutions ultérieures, du 2e, 3e, plutôt du 3e, 4e siècle. Et donc, a priori, ils sont sujets à caution.
On ne peut pas se baser dessus pour dire, voilà, à partir de ce contexte, on peut dire des choses. Bon, maintenant, ce contexte arabe, il est aussi hellénistique. Et là, nous avons la chance, avec ce côté hellénistique, qu'il y a des traces archéologiques qui sont restées et qu'aujourd'hui, nous pouvons interroger. Et justement, c'est cet aspect-là qu'on va essayer de vous montrer d'abord par des images et dont je vais parler assez rapidement. C'est un site qui se trouve en Arabie Saoudite, dans l'actuelle Arabie Saoudite, juste à la frontière donc, du grand désert appelé Rob al-Khali, donc le quart vide, qui est daté d'environ, on pense qu'à partir du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, jusque vers le 3e siècle après Jésus-Christ. Et là, on a... À l'heure actuelle, il s'agit de la plus ancienne inscription en langue arabe, donc ce qu'on appelle langue arabe, vieille arabe pure, en écriture sud-arabique, mais la langue est de l'arabe déjà. Et c'est daté de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et c'est ce qu'on possède, c'est l'inscription en langue arabe la plus ancienne qui existe, qui existe à l'heure actuelle. Oui. Oui, alors là, c'est un personnage, c'est un notable arabe, et des deux côtés, il y a des vierges qui lui mettent une couronne de grappes de raisin sur la tête, et ça représente une institution hellénique qui est connue, je crois. Le viergétisme. Ouais. Donc il y a des travaux archéologiques récents qui montrent l'importance de la présence hellénistique en Arabie et à l'intérieur même de l'Arabie et bien sûr au nord et au nord-est et au nord-ouest de l'Arabie. Il y a des travaux importants qui ont été faits à partir des fresques de Khaïat al-Fawm mais aussi d'autres éléments. En particulier, il y a deux grands ouvrages importants qui ont été faits écrits par Glenn Warren Bowersock, probablement vous le connaissez. Le premier, c'est Hellenism in Late Antiquity, qui date de 1990, et qui précise que les fresques de Qusay Amra ne sont pas un phénomène isolé, mais correspondent à une réalité historique bien ancrée. Pour lui, l'hellénisme aurait préparé la voie à l'islam en unissant les Arabes et en leur donnant le sens d'une identité commune, en particulier par l'hellénisation de l'ancien polythéisme arabe. Le second ouvrage, Mosaics as History, The Near East from Late Antiquity to Islam, qui est de 2006, montre en particulier la persistance de la tradition picturale hellénistique à l'époque de l'islam, notamment dans un certain nombre d'édifices, en particulier l'église de Saint-Stéphane à al-Rassas et dans la grande mosquée de Damas, où les vignettes des cités du monde sont typiquement hellénistiques. La conclusion générale qu'il tire de tout cela est que la tradition hellénistique et son langage visuel ont été adoptés aussi bien par les patrons chrétiens, juifs, que par les patrons musulmans dans la période de l'Antiquité tardive. Alors maintenant, un tout petit mot sur cette affaire d'Antiquité tardive. Nous avons une grande thèse de l'historien belge que vous connaissez, selon laquelle, avec l'islam, il y a eu une rupture radicale et définitive entre
à l'intérieur, une cassure à l'intérieur de l'Antiquité, donc qui a coupé définitivement avec le passé antique. Les travaux les plus récents actuellement sur l'Antiquité tardive montrent au contraire qu'il y a entre le 4e que l'Antiquité, qu'il y a une période transitoire avant d'arriver au Moyen Âge, entre le 4e jusqu'au 8e siècle. Et que pendant cette période-là, justement, l'islam se trouve inséré comme élément encore faisant partie de cette Antiquité tardive. Donc on n'est plus du tout dans cette conception de la rupture, on est plutôt dans une conception de l'islam, de ces premiers siècles de l'islam, comme étant des siècles qui continuent naturellement un peu donc l'Antiquité, ce que justement on appelle l'Antiquité tardive. Et bien sûr, maintenant, toute étude de l'Antiquité tardive ne peut plus, étant donné qu'on a commencé à voir un peu ces aspects-là, ne peut plus se contenter de regarder du côté chrétien ou juif ou même zoroastrien, mais qu'il faut voir aussi du côté musulman comment les choses se sont passées. Et il faut prendre en considération l'ensemble. On ne peut plus prendre seulement un élément, il faut prendre l'ensemble pour pouvoir comprendre les phénomènes qui se sont passés à cette époque. Donc, voilà ces textes ces travaux récents qui montrent une présence importante de l'hellénisme dans le monde arabe d'avant l'islam. Du côté byzantin, pour l'arrière-plan byzantin, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des développements à partir du VIe siècle, des développements dans la culture byzantine et dans la conception de l'histoire et de l'historiographie. Donc les travaux, et là aussi il y a des travaux récents, très importants, qui ont été faits dans ces domaines-là et qui apportent aujourd'hui un certain nombre de conclusions que je vais vous résumer. La principale de ces conclusions, c'est que l'historiographie byzantine passe, donc à l'époque entre le VIe et le VIIIe siècle, passe par la crise la plus profonde de toute son histoire. Il y a disparition totale de l'histoire classicisante qui avait pu coexister après Eusèbe pendant près de 2 siècles avec l'histoire ecclésiastique et la chronique d'inspiration chrétienne. Il y a une éclipse de la biographie qui est remplacée par les vies de saints et les histoires de miracles. Il y a une quasi-disparition de l'histoire en grec et un affaiblissement considérable de l'histoire en syriaque. Et là, on peut voir deux travaux importants. Un travail par Michael Whitby, Greek History Writing After Procope, qui est de 1989, et un autre ouvrage, un ouvrage important par 2 auteurs, Avril Cameron et Lawrence Conrad, The Byzantine and Islamic Near East, et qui date de 1989. Il y a par ailleurs, au moment de l'apparition de l'islam, un phénomène qui nous montre que l'historiographie byzantine connaît une véritable rupture, une rupture qui dure environ 150 ans. Et à la même époque, on assiste à au développement d'une littérature dominée par l'Église et qui a un caractère théologique, écrite pour les moines et le clergé. Dans les territoires byzantins parlant syriaque, copte, arménien, on a une certaine histoire qui continue de s'écrire, mais sans grand relief, et qui est constituée surtout par des œuvres à caractère religieux, des chroniques ou des histoires ecclésiastiques. La conception de l'histoire même change. Au 7e siècle,
on assiste à Byzance, donc à la fin de la coexistence entre une histoire séculière telle qu'elle était encore représentée au VIe siècle par Procope et Agassias, et une histoire d'essence religieuse, comme elle apparaît dans la chronique et l'histoire ecclésiastique. L'histoire se laisse lentement pénétrer par les thèmes, les notions, le vocabulaire chrétien. La notion de providence divine remplace les concepts classiques de destin et de fortune. La notion de ticket, qui est encore présente chez Procope, chez qui elle reçoit un habillage chrétien, est remplacée chez Agassias par l'explication péché-châtiment. D'une manière générale, l'horizon historique se rétrécit, la mémoire collective se contracte et des changements profonds affectent les attitudes envers les événements interprétés désormais dans un langage religieux. Bon. Lorsque les Arabes arrivent dans les provinces byzantines de Syrie, de Palestine et d'Égypte, c'est donc à cette culture chrétienne qui prend un autre aspect que la culture classicisante que nous connaissons jusqu'au VIe siècle et même jusqu'au VIIe siècle. C'est une autre culture qui est là et qui est extrêmement imprégnée de religion. Et l'historiographie elle-même se trouve complètement changée. Et ce que les Arabes vont écrire, c'est d'abord un peu à l'exemple de cette historiographie byzantine. Alors, quand les historiens occidentaux du XIXe siècle parlent de l'historiographie arabe et essaient de comprendre l'historiographie arabe des premiers siècles, ils ne la comparent pas à l'historiographie byzantine, qui est pratiquement contemporaine. Ils la comparent à l'historiographie occidentale du XIXe. Et ils la trouvent évidemment sans intérêt, et complètement à côté de la plaque, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte dans lequel, justement, cette historiographie est née et par rapport à quoi elle s'est formée, elle s'est constituée. Donc voilà ce côté-là disons, de familiarité, de l'hostilité des premières impressions que l'on peut avoir en ce qui concerne les rapports de l'historiographie arabe avec naissante, dont je n'ai pas encore bien parlé assez précisément, avec l'historiographie byzantine. Maintenant, en dehors de cet aspect de familiarité, il y a des aspects assez précis qui montrent à la fois des continuités et des écarts, des continuités, des ruptures et des innovations par rapport à l'historiographie byzantine. C'est de ça que je vais essayer de parler maintenant. Je n'ai pas trop parlé, je n'ai pas trop... Ça va pour le temps? Ça va? Je peux y aller. Bon. Alors d'abord, la notion d'histoire elle-même. La notion d'histoire, l'idée qu'on avait de la notion d'histoire à l'époque byzantine, et qui a continué assez tardivement, c'est une histoire comme tradition consistant essentiellement en une relation d'action héroïque, de faits mémorables, coexistant avec la vision d'un passé global allant de la création à la fin du monde. Cette notion d'histoire, d'ailleurs, un historien italien, un historien de l'histoire, un chercheur en historiographie byzantine et historiographie en général, Momigliano, a largement parlé de cette question. Donc, cette notion d'histoire, définie de cette façon-là, on la retrouve aussi bien dans l'Akhbar Abid Meshariya, de façon parfaitement évidente, c'est-à-dire c'est exactement la même idée qu'on a de l'histoire. Malheureusement, je ne peux pas vous donner maintenant j'ai des exemples dans le livre, mais je ne peux pas vous donner maintenant des exemples précis. Mais la façon dont il parle du passé, c'est des récits au sujet des hommes du passé, les histoires des Arabes, de leur généalogie, les récits de leurs histoires et de leurs exploits,
des choses de ce genre. Donc c'est exactement la même notion que nous avons, la même notion générale. Alors, quand le Coran lui-même parle des histoires des prophètes et de leur peuple, c'est aussi un peu dans ce sens-là. Mais là, nous avons une histoire de type religieux, bien sûr, de péché, histoire de punition, etc. Mais en même temps, il y a aussi cette idée que on recherche à restituer, à raconter des faits qui sont passés dans un lointain passé et qui sont des faits qui concernent des événements importants qu'il faut garder, que la mémoire doit garder. Dans le fait d'Ibn Nadim, les titres des ouvrages qui sont énumérés montrent également un petit peu le même type de conception de l'histoire, avec donc une histoire de récits du passé, des exploits des hommes, des événements marquants, etc. Donc c'est toujours un petit peu cette même idée générale, notion générale de l'histoire. Ça, c'est le premier point, un point de continuité. Deuxième point, c'est l'unité de l'histoire. La notion biblique d'unité de l'histoire, qui constitue le cadre de la chronique universelle chrétienne et de l'histoire ecclésiastique, forme également le cadre de la conception globale de l'histoire humaine. Pardon. Oui, donc nous avons là aussi la même chose. Nous avons une idée de la continuité de l'histoire qui se retrouve aussi bien du côté de l'historiographie chrétienne que du côté de l'historiographie musulmane. Bon, je pense que nous avons, il ne me reste plus beaucoup de temps. Il y a l'idée de la distinction entre récit vrai et fable, qu'on retrouve des deux côtés. Il y a également le cadre chronologique global qui est repris, qui est le même du côté chrétien et du côté arabe. Donc ça, c'est en ce qui concerne les éléments de continuité. Maintenant, les éléments de rupture ou d'écart concernent la conception même de l'histoire. D'une part, il y a une véritable théologie de l'histoire du côté chrétien. On ne trouve pas exactement la même chose du côté arabe. En particulier en ce qui concerne la conception du temps. C'est-à-dire il y a des aspects sur lesquels il y a une rencontre sur la conception du temps, mais il y a d'autres aspects sur lesquels il y a des différences extrêmement importantes. Alors, la continuité du temps, c'est le temps depuis la création jusqu'à l'époque contemporaine, mais dans le christianisme, dans la conception chrétienne, il y a une idée de progressivité. Progressivité qui est liée justement à l'histoire du salut, qui est liée à l'histoire, à un plan divin pour l'homme, qui donne une unité de l'histoire qu'on ne retrouve pas dans le cadre de l'histoire musulmane. Dans la conception musulmane, il y a un temps discontinu. Il y a des prophètes qui arrivent les uns après les autres, chacun apporte la vérité divine, mais chaque fois, il y a un retour en arrière parce que les hommes n'ont pas accepté cette vérité qui leur a été apportée par les prophètes, et on recommence. Donc il y a un perpétuel recommencement par rapport à la vérité qui devait être apportée par les prophètes. Alors que du côté chrétien, il y a une rupture à un moment donné, mais par ailleurs, il y a une espèce d'unité organique de l'histoire qui est due justement à cette histoire du salut, qui est donc un aspect très très important, aussi bien dans la chronique universelle que dans l'histoire ecclésiastique. Bon, comme il ne me reste pas beaucoup de temps, que je voudrais effectivement, comme me demande Basma, vous laisser le temps de discuter un petit peu de tout ce que je viens de vous raconter. Donc je vais un petit peu m'arrêter là pour dire, donc pour conclure, que
nous n'avons pas d'éléments matériels pour prouver qu'il y a une continuité directe entre l'historiographie arabe et l'historiographie byzantine. Mais nous avons tout un ensemble d'indices qui nous prouvent cette continuité. La continuité matérielle serait des textes qui auraient été traduits, qui seraient passés d'un côté et de l'autre, etc. Ces choses-là, nous ne les avons pas. Mais par contre, nous avons un contexte général qui nous permet de conclure qu'il y avait de véritables continuités. Maintenant, il y a également des aspects formels qui vont dans le sens de la continuité, c'est les genres historiques eux-mêmes. Les Arabes ne pouvaient pas, tout seuls, comme ça, inventer la chronique universelle. Ils ne pouvaient pas inventer les annales, la chronique année par année. Ils ne pouvaient pas inventer l'histoire militaire. Ils avaient une histoire militaire et politique. Et ils ne pouvaient pas inventer la biographie des saints. Donc il y a tout un ensemble de genres historiographiques qui sont reproduits dans l'historiographie musulmane dès les débuts de l'islam et qu'on ne peut pas imaginer sortir comme ça du néant. Bon, maintenant, il faut dire que les Arabes n'ont pas voulu reconnaître cette filiation. Ce n'est jamais dit nulle part par les historiens arabes qu'il y a une filiation avec l'historiographie byzantine, alors que pour la philosophie, par exemple, c'est évident, les philosophes arabes se réclament directement des philosophes grecs qu'ils considèrent comme leurs maîtres, et aussi bien sûr, dans les domaines de la métaphysique que dans les domaines des sciences philosophiques, la médecine, l'astronomie, etc., etc. Donc, d'un côté, il y a la reconnaissance directe, claire, nette, où il n'y a pas de problème, mais de l'autre côté, en ce qui concerne l'histoire, il y a des problèmes, et ces problèmes, il me semble, sont liés justement à la conception même de l'histoire. Je vous dirai un petit mot à la fin sur cette question. C'est le fait que chez les Juifs, l'histoire, dans la Bible judaïque, l'histoire est identifiée à la loi. L'histoire, c'est la loi. L'histoire, c'est la progression du peuple juif vers le bonheur qui lui est promis par Dieu, par justement l'expression de la loi et l'application de la loi divine. Donc il y a une espèce d'identité entre histoire et religion. Histoire et loi. Dans l'Antiquité grecque, il n'y a pas cette coïncidence. La loi grecque, c'est une loi qui évolue. Ce n'est pas une loi qui, à un moment donné, va s'arrêter. Et donc, on a une histoire des constitutions chez Aristote et d'autres. Et donc, il y a une histoire dynamique, une histoire qui va continuer. L'histoire juive va s'arrêter entre le 2e et le 17e siècle. Il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas d'écrit historique, parce qu'on a considéré que l'histoire est identique à la loi. Alors, on pourrait imaginer que ce serait la même chose pour l'islam, dans la mesure où, justement, le prophète Mohammed apporte, je mets entre guillemets, je ne vous dis pas si je suis musulman ou pas, c'est pas ça le problème, apporte la vérité définitive. Donc, et la loi définitive. Quand il apporte la vérité définitive, il n'y a plus d'évolution possible, il n'y a plus d'histoire possible, l'histoire au sens religieux. Mais on va rapidement faire la différence, une distinction nette entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Et ce qui vient de Dieu, c'est fini, mais ce qui vient de l'homme peut continuer. Et donc, il va y avoir une histoire profane qui va se former, qui va se développer, et donc sans le problème qu'avait connu l'histoire chez les Juifs. Chez les chrétiens, il va y avoir aussi un développement de l'histoire, en particulier parce qu'il y a une histoire du péché. Et donc cette histoire du péché va revoir un peu, relire l'histoire de l'homme depuis les origines jusqu'à l'arrivée du Christ. Il va y avoir donc une histoire évolutive, une histoire progressive. De même, il va y avoir une histoire de l'Église, parce que là, on se réfère à l'autorité des apôtres et on essaie de voir comment les choses se sont passées depuis les premiers apôtres jusqu'à l'époque où l'historien prend la plume pour raconter les choses.
Voilà, donc j'ai voulu terminer avec cet aspect-là. Merci. Il y a des questions? Je ne l'ai pas demandé, mais je suis très heureuse que Basma me l'a donné. On vous remercie beaucoup de votre conférence si intéressante. Et ce qui est très bien, c'est ce que vous nous avez apporté. Ce que vous nous avez apporté, peut-être en occidental, pourrait nous le dire. Mais c'est très important que vous nous le dites, qu'il soyez d'origine arabe. Pour quelle raison? Parce que c'est vrai que nous aussi, si vous me permettez, je suis dans une institution française, mais je suis grecque. Nous sommes tous influencés par le côté orientaliste, parce que le côté orientaliste était aussi le côté scientifique du 19e siècle. Et alors, ce que vous nous avez raconté, c'est un peu le point de vue que nous, Grecs, nous avons de notre culture, de notre histoire, parce qu'elle est vue à travers l'Occident. Et maintenant, vous, professeur de Rabat, vous nous expliquez finalement que le contact entre la culture grecque et la culture arabe était un contact très très proche. Parce que les Arabes et les Grecs vivaient pendant très très longtemps ensemble. Et peut-être qu'ils avaient des ruptures religieuses, mais le côté hellénistique, le côté tout à fait grec de la culture byzantine apparaît aussi dans la culture musulmane de la même manière. Et c'est pour cela que je voudrais beaucoup rester sur les images que vous avez montrées de Qusay Ramra. Et un autre, quelque chose que j'ai dans la tête. Nous avons vu Sarah. On ne sait pas si c'est Sarah, parce que nous n'avons pas vu le mot Sarah, mais nous avons vu le mot Niki, écrit en grec, c'est-à-dire victoire, là. Et ça veut dire donc que la culture grecque était avait tellement imbibé tout, et elle était, disons, un élément tout à fait matériel qui était porté tant dans l'histoire et l'historiographie arabe qu'évidemment dans la culture byzantine qui était grecque à cette époque-là encore. Et je pense aussi à ce moment-là à tous ces mouvements de traduction, pas seulement les mouvements de traduction que nous connaissons avec Bagdad et les philosophes, etc. Mais un exemple, par exemple, le Coran parle de l'histoire d'Alexandre le Grand. L'histoire d'Alexandre le Grand n'était pas encore traduite en arabe au moment de Mahomet. Ça veut dire qu'il y avait plein de connaissances qui étaient des connaissances communes sans qu'il y ait eu des, disons, des éléments de témoignages écrits, etc. Mais la culture était même. Et c'est pour cela aussi que, par exemple, vous avez parlé du Fihrist, que moi je trouve que ça vaut la peine d'apprendre l'arabe pour lire ses livres, tellement je l'aime. Alors, dans le Fihrist, Ibn al-Nadim décrit un peu la langue qu'il ne connaît pas, le grec. Et il rapporte des détails que des gens qui connaissent le grec et qui habitent à Bagdad lui apprennent. C'est ça. Donc il y avait toujours... le contact était là. Était là. En permanence pendant 3 ou 4 siècles. Oui. Oui, tout à fait. Merci. Excusez-moi si j'ai pris trop de temps d'ici, mais je vous remercie de tout cœur de ce que vous avez dit. Ajouter à ce que dit Madame que le grec était la langue officielle de Damas, de tous les alentours en Syrie et à Alexandrie pendant 1 siècle et demi après la conquête arabe, puisque la loi du calife Walid en 705 abroge le grec en tant que langue officielle qui était restée jusque-là. Et que les premières traductions de l'arabe, de grec en arabe, commencent à Damas
dès les premières années donc, de l'arrivée des Arabes. Donc on voit là, puisque le grec était encore la langue officielle, combien les gens étaient imprégnés et qu'il a fallu quand même un siècle et demi et plus pour arabiser en quelque sorte tous ces peuples-là. Il a fallu quand même 2 générations pour arriver à une arabisation complète. Donc on voit tout à fait cette façon d'imbiber la vie des gens de cette tradition hellénistique qui existait dans la région. Oui, on le voit même au vocabulaire. Tout à fait. Du côté arabe et du côté grec. Oui. Par exemple, je ne sais pas si j'exagère, mais parler du kalam en tant que théologie, c'est aussi le terme théologia. C'est ça, c'est logos, oui. C'est exactement la transcription de ces termes en arabe. Tout à fait. Parce que le bilinguisme était capital dans ces régions. Oui, et par ailleurs, je n'ai pas voulu trop en parler, mais il y a des études maintenant qui montrent très précisément un nombre assez considérable, et même assez ahurissant, de mots grecs dans le Coran. Dans le Coran. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'études à mener dans ce domaine. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Dans cette cohabitation entre les Grecs et les Arabes, est-ce qu'il y a une place pour la tradition syriaque entre l'historiographie arabe et l'historiographie gréco-byzantine? Oui. Alors, le syriaque a joué un rôle extrêmement important. Depuis le début, aussi bien d'ailleurs pour les sciences, la philosophie, probablement pour l'histoire. Mais on n'a pas de texte. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait, par exemple, au 8e siècle, en Syrie en particulier, il y avait des gens qui parlaient à la fois syriaque, arabe et grec. Ces gens-là se contactaient. La langue, à un moment donné, pratiquement jusqu'au 8e, presque jusqu'au 9e, la langue officielle était le grec, mais l'arabe était en train de prendre du terrain. Au moment où l'arabe devient la langue officielle qui imprègne tout, les gens n'ont pas perdu leur langue. Ils n'ont pas perdu les textes qu'ils étudiaient. Mais ils communiquaient entre eux. Et l'information pouvait passer sans la traduction, sans une traduction officiellement écrite. Donc on peut parfaitement supposer des communications d'informations, en particulier historiques, mais qui n'est pas passé par des textes qui nous ont été conservés. Et puis on peut également supposer, je pense que cette idée dont j'ai parlé tout à l'heure de familiarité et d'hostilité est extrêmement importante. Parce que l'hostilité permet d'expliquer pourquoi, en particulier l'hostilité au paganisme, permet d'expliquer pourquoi on ne s'est pas tellement intéressé à une traduction directe. Même s'il y avait eu des traductions. Par exemple, Homère a été traduit. Homère a été traduit, on le sait. Mais même on a voulu écarter, on n'a pas voulu montrer. Et alors que pour la philosophie, la reconnaissance est là, on reconnaît qu'on a traduit les textes philosophiques du grec. Mais les textes historiques, on ne veut pas en parler. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé pour le christianisme. Parce qu'à un moment donné, dans l'historiographie, il y avait une historiographie classicisante à Byzance, jusqu'au VIe siècle. Mais à un moment donné, on ne veut plus entendre parler d'histoire classique. Justement à cause du paganisme. Parce qu'on veut tout, cette fois-ci, christianiser d'une manière systématique. Alors, la même idée de systématicité dans l'usage de la religion se retrouve. C'est un héritage byzantin. Cette affaire d'écarter le paganisme au maximum, de ne pas... Parce que justement, le paganisme, c'est le fait qu'il y a plusieurs dieux. Et ça, c'est intolérable, évidemment. Bonsoir. Alors, moi, j'aurais une question qui porterait sur la façon dont les historiens arabes évoquent en fait, la question des origines,
origine de l'humanité, origine même du peuple arabe, et tout le passé antérieur à la révélation de Mahomet, en fait. Parce que je pense notamment à des équivalents byzantins de la même époque, dans lesquels, en fait, on va trouver un récit qui commence à la fondation du monde d'après la Bible, et dans lesquels vont s'entremêler en fait l'histoire du peuple juif, l'histoire des Romains puisque c'est l'Empire romain, et aussi toute l'histoire du peuple grec depuis la guerre de Troie par exemple, à Alexandre le Grand. Et donc est-ce que les Arabes reprennent ça à leur compte ou pas? Et si oui, comment? Oui, c'est une question extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut lui consacrer un travail complet. C'est une question extrêmement importante. Comment dans les trois religions, à un moment donné, on s'est intéressé. Les Juifs aussi, à un moment donné, intégré, mais beaucoup plus difficilement, une partie de l'histoire antique, mais difficilement. Les chrétiens, eux, ils étaient dans le dilemme. Ils voulaient intégrer, mais en même temps, ne pas intégrer, etc. Il y avait des choses qu'ils avaient intégrées, des choses qu'ils avaient rejetées. Il faut suivre ce mouvement. Alors, l'histoire biblique est la base. La base pour le christianisme, évidemment. Et le christianisme a voulu, à partir de la Bible, reconvertir l'histoire antique. En particulier, des personnages comme Platon, on voulait leur trouver, d'une façon ou d'une autre, quelque chose de chrétien. Et donc, il y a une espèce de christianisation du passé. Dans cet héritage-là de travail sur l'histoire, pour le rendre conforme à une vision religieuse orthodoxe chrétienne, on le retrouve exactement de la même manière dans la culture islamique. C'est-à-dire, la Bible est la base, et à partir de la Bible, on essaie de reconstruire tout ce qu'il était possible d'avoir comme information historique. Alors, il y avait des personnages qui viennent de partout, des personnages, par exemple, Alexandre. Alexandre, lui aussi, on lui a trouvé une place. Il y a l'histoire des rois des Perses. Il y a toute une série d'autres peuples qui sont là, pour lesquels il fallait trouver une place. La façon la plus simple, c'est la généalogie. Et donc, il y a tout un travail de classement généalogique, où on essaie de mettre différents peuples, les replacer dans des lignées généalogiques. Et ces lignées généalogiques, la base, encore une fois, c'est la Bible, mais à partir de là, on fabrique des choses. On essaie d'intervenir, de placer tel ou tel élément. Alors, pour le cas précis, justement, de l'origine des Arabes, il y a une tradition arabe ancienne, avec l'origine des Arabes du Nord et des Arabes du Sud, qu'on intègre également. Et il y a l'histoire proprement religieuse, dans laquelle on essaie de trouver une place aux Arabes à partir d'Abraham. Et là, à partir d'Abraham, on raconte une histoire généalogique très précise qui descend jusqu'à Mohammed, jusqu'au prophète Mohammed. Et donc, toujours, et là, encore une fois, cette façon de faire, c'est une façon de faire chrétienne. On ne peut pas dire que les Arabes l'ont inventé. Alors, ceux qui disent, je ne sais pas comment ils ont fait, que l'historiographie arabe est une création purement culturelle arabe, je ne sais pas comment ils ont fait pour dire ça. Parce qu'il n'y a qu'à voir, justement, le comportement vis-à-vis de cet héritage ancien, l'usage de la généalogie, pour comprendre qu'on est en pleine culture chrétienne, byzantine.